28 décembre 1895. Dans le salon indien du Grand Café, au 14 boulevard des Capucines, ils ne sont pas nombreux à avoir fait le déplacement. À peine plus d'une trentaine. Et pourtant, ils vont tous vivre un moment historique. Louis et Auguste Lumière s'apprêtent à leur dévoiler une invention qui va révolutionner à jamais le divertissement, l'art, le journalisme et le monde. L'impatience gagne les spectateurs alors que les lumières de la salle s'éteignent. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonne année, même si on est très en retard. Pour ceux qui ont lu le titre et qui sont restés malgré ce cliffhanger, ce quoi? Ah non, il est hors de question qu'on commence la première vidéo de l'année sur une digression. Oh allez, je sais que t'en meurs d'envie. Ok, mais c'est juste pour te faire plaisir. Un cliffhanger, qu'on pourrait traduire dans la langue de Vanessa Paradis par « personne suspendue au bord de la falaise », est un moment dans une œuvre de fiction où l'on suspend l'action, laissant le spectateur dans l'angoisse ou au moins dans l'attente d'une résolution. Concrètement, c'est le procédé qui vous accroche aux séries modernes où les héros sont dans une situation périlleuse mais que le générique démarre, vous obligeant à regarder la suite pour savoir s'ils vont survivre. C'est bon, t'es content? Je sens que ça va être une grande année. Toujours est-il que si vous avez lu le titre, vous savez qu'aujourd'hui on va parler histoire du cinéma. Ou plutôt préhistoire du cinéma. Et vous vous en doutez, il y a beaucoup de choses à dire. Alors installez-vous confortablement, redressez vos tablettes parce qu'on est parti pour un petit tour dans le passé. En quelle année exactement? C'est officiel, le patron a pété les plombs. Alors pas du tout, parce que ce dont je vais vous parler maintenant, certains en placent la création au paléolithique. Mais comme rien n'est moins sûr, on va rester au XVIIe siècle. Laissez-moi vous présenter l'un des plus vieux jouets utilisant la persistance rétinienne, j'ai nommé le thaumatrope. Ah ouais, au fond du fun. Alors c'est sûr que pour nous aujourd'hui, c'est l'équivalent d'un jouet en bois pourri retrouvé au fond du garage de mamie. Mais imaginez-vous 2 secondes découvrir ça en 1600 et des poussières pour la toute première fois. Et bah c'est carrément de la magie. Ah mais c'est sûr qu'avec ça, tu fais trembler Voldemort. Le procédé est simple, mais l'explication un chouïa plus complexe. Alors je vais aller à l'essentiel. Lorsqu'une image vient s'imprimer sur notre rétine, celle-ci persiste pendant environ 50 millisecondes. Ce qui fait que lorsque l'on fait tourner le thaumatrope assez vite, les 2 images se superposent et n'en forment alors plus qu'une seule. C'est déroutant la façon dont tu arrives à rendre chiant un truc déjà éminemment chiant. Peut-être, mais dis-toi que sans ce jouet à l'apparence insignifiante, on n'aurait jamais eu Jurassic Park. Et ça a surtout mis en lumière qu'on pouvait exploiter l'œil humain afin de créer l'illusion de mouvement. C'est ce qu'on appelle l'effet Phi. Et comme on a 2 yeux, c'est l'effet Fifi. Mais comment t'as fait ça? Illusion d'optique. Bah pour l'optique, ça fait mal aux joues. Reprenons. Si aucune image en mouvement n'est à l'œuvre avec le thaumatrope, sa redécouverte au XIXe siècle va donner de nombreuses idées à beaucoup de créateurs de tout poil. Vont alors voir le jour le phénakestiscope, le zootrope et le praxinoscope, chacun étant l'évolution du précédent. Et pour la petite histoire, sachez que la société de production de Francis Ford Coppola, l'homme derrière Apocalypse Now et la saga du parrain, se nomme Zootrope, en hommage à cet objet. Je vais faire rêver Tata Janine à la galette des rois avec ça. Mais pour le moment, ça ne reste que des dessins qu'on regarde seul et qui forment une boucle de quelques secondes. On est encore loin du cinéma et pourtant on s'en rapproche. Et pour ça, une invention va être décisive. Je vous vois légèrement désœuvré en train de vous dire « Attends, il nous parle de l'histoire du cinéma et d'un coup, boum, il nous parle de photos. Tu deviens très bon acteur, tu sais, et je serai bien meilleur avec de l'argent. » C'est marrant, c'est exactement sur ça qu'on imprime les premières photographies, sur des plaques d'argent. Alors en réalité, la toute première photographie, c'était sur une plaque d'étain, et ça ressemble à ça. Et on la doit à un homme du nom de Nicéphore Niepce. Et pour que vous fassiez une petite idée, on est en 1827. À l'époque, c'est un roi qui gouverne le pays et pour la première fois, une girafe foule le sol de France. Mais s'il en est à l'origine, c'est avec l'amélioration de son procédé par Louis Daguerre en 1839 et son daguerréotype que la France et le monde verront fleurir partout des photographes en herbe. Armés de leurs chambres noires portatives, ils immortalisent tout d'abord des bâtiments, des paysages et aussi des portraits. Et si vous avez en tête nos photographies modernes, dites-vous qu'à l'époque, imprimer une photo sur une plaque d'argent, ça prend plusieurs minutes et beaucoup de lumière. Donc la prochaine fois que vous vous demanderez pourquoi les gens font la gueule sur les vieilles photos, essayez de rester immobile en souriant pendant plusieurs minutes. Je vous passe les détails, mais le matériel va évoluer et le temps de pause sera de plus en plus court, voire quasi instantané. Et le matériel va devenir de plus en plus petit. Et enfin, un nouveau support va permettre de simplifier tout ça. Et il s'agit de la pellicule de cellulose. Celui-ci, inventé par John Cornbutte en 1888, va révolutionner le monde de la photographie. Et la même année, l'industriel George Eastman va s'en servir sous forme de pellicule 70 mm dans son nouvel appareil photo,
le Kodak. Kodak, comme le petit appareil photo jetable? Tout à fait. Et dites-vous que ce format va devenir une norme, puisque les caméras IMAX modernes filment elles aussi en 70 mm. Mais on reparlera des formats de pellicule une autre fois. Et là, vous vous dites sûrement, c'est bon, on a tout, il n'y a plus qu'à. Alors oui, mais non. Parce que rappelez-vous la date que je vous ai donnée en début de vidéo. Donc si vous comptez bien, il nous reste encore 7 ans à parcourir avant d'en arriver aux Frères Lumière. Et sûrement quelques allers-retours dans le passé? Il y a des chances. Car en 1878, soit 10 ans avant la pellicule Kodak, un homme va tenter de décomposer le mouvement d'un cheval au galop. Son idée est simple, disposer 24 chambres photographiques le long d'une piste de course. Chaque déclencheur est accroché à un fil que le cheval arrachera sur son passage, ce qui déclenchera la prise de vue. Et ça donne ça. Impressionnant, hein? C'est excellent. Et l'homme derrière cette avancée majeure de la compréhension de l'image en mouvement s'appelle Edward Muggridge. Tu viens d'écorcher les oreilles de tous les anglophones, mais tout va bien. Et ce bon Edward mériterait au moins un film, si ce n'est plusieurs, tellement sa vie est insensée. Et d'ailleurs, il y a eu une pièce de théâtre sur le monsieur dans les années 80. Rendez-vous compte que ce mec a défini le nombre d'images par seconde nécessaire, c'est-à-dire 24. Et il a même trouvé le moyen de le projeter avec une machine qui s'appelle le zoopraxiscope. Et dans le développement de cette machine, il avait déjà pensé la parallaxe pour la projection. Alors je sais que la parallaxe, c'est pas que ça, et que c'est aussi un effet qu'on utilise en jeu vidéo, au cinéma évidemment, mais aussi en photographie. Et j'ai aussi oublié de dire que c'était un moyen de calculer la distance qui nous sépare des étoiles. Mais pour la projection, c'est le fait de déformer l'image de base afin qu'elle soit le plus fidèle à l'original une fois projetée. Et pendant ce temps-là, on n'a toujours pas de caméra. Effectivement, le cinéma se dessine, mais toujours aucun moyen de capturer un mouvement plus long que quelques secondes. Et surtout de le faire de manière pratique et de le projeter là aussi de manière pratique. Et c'est là qu'un autre homme va intervenir, Thomas Edison. Tu veux dire le Thomas Edison? Celui des ampoules? Tout juste. Et oui, jeunes gens, car Thomas Edison lui aussi va contribuer à l'avènement du cinéma. En 1891, avec l'aide de William Dickson, il expérimente le format 19 mm à défilement vertical, qui se nommera le kinétographe. Il réalisera alors le premier film de l'histoire, Le Salut de Dixon. Je croyais que c'était les frères Pétard qui allaient faire ça. Alors déjà, c'est Lumière, et ensuite, eux, ils ont surtout permis de le projeter à plusieurs personnes en même temps. J'ai pas tout compris. Le kinétographe d'Edison ne sert que pour la prise de vue. Pour en visionner le résultat, il faut utiliser une autre machine qui s'appelle le kinétoscope. C'est un appareil de visionnage individuel qu'on retrouve beaucoup dans les fêtes foraines, attirant de nombreux curieux pour un prix modique d'exploitation. L'argent, toujours l'argent. Nous sommes désormais en 1892, en France, où Léon Bouly dépose le brevet pour le cinématographe qui portera son nom. Avec un Y, c'est très important. Et si vous en attendiez plus autour de ce bon Léon, je suis heureux de vous dire que personne n'a jamais pu valider ce brevet et que personne n'a jamais vu fonctionner cette fameuse invention. Mais il a un nom rigolo. Bouli, mon ami Bouli! Cette même année et toujours en France, Émile Reynaud conçoit et projette le premier dessin animé de l'histoire du cinéma. Et vous avez bien entendu, projeté. Ce qui fait que 3 ans avant les Frères Lumière, Reynaud et son théâtre optique organisent les premières projections publiques et payantes au musée Grévin, et ce jusqu'en 1900. Malheureusement, suite à l'arrivée de l'invention des Frères Lumière, de la fin des projections au musée Grévin et du déclin de son entreprise, Reynaud, au bord du désespoir, se voit obligé de vendre son matériel au prix du bois et du cuivre. Il détruira une grande partie de son travail et seuls les films que vous voyez depuis tout à l'heure, à savoir Pauvre Pierrot et Autour d'une cabine, ont pu être sauvés et restaurés. Et pour rendre tout ça encore un peu plus tragique, dites-vous que la plupart des historiens du cinéma ne reconnaissent même pas Émile Reynaud comme l'un des pionniers de cet art. Alors évidemment, nous ne sommes que d'humbles profanes. En clair, on n'est pas des experts. Mais j'ai tendance à croire que sans l'apport de Monsieur Reynaud et de beaucoup d'autres, le cinéma ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, en mon nom et du mien, ainsi que de tous les cinéphiles curieux, merci Émile. C'est vraiment un très joli hommage, mais on en est où des Frères Lumière? Pour le moment, ils sont encore dans leur atelier. Mais patience, j'y viens. D'abord, on doit revenir du côté d'Edison et de Dickson en 1893. Car c'est cette année-là que les deux hommes vont poser une norme qui va s'imposer pour plus d'un siècle d'industrie cinématographique. La pellicule 35 mm a 2 jeux de perforation rectangulaire. Ça a l'air incroyable, mais je vois pas du tout ce que ça fait. Ce système, vous l'avez forcément vu au moins une fois dans votre vie sans vous en rendre compte. En vrai, je dis ça surtout pour les gens nés avant les années 2000. Et j'ai la faiblesse de croire qu'on est plutôt nombreux ici. Mais pour les autres, laissez-moi vous expliquer.
Une pellicule, dans une caméra ou un projecteur, ça doit être entraîné par une manivelle ou par un petit moteur. Ça permet le défilement des images, ce qui crée l'illusion de mouvement. Donc, dans les caméras, mais aussi dans les projecteurs, on pouvait trouver deux petits trous crantés qui servaient donc à accrocher la pellicule et la faire avancer. Et c'est donc à Thomas Edison et William Dickson que l'on doit cette invention. Et si je dis que vous l'avez déjà potentiellement tous vu, c'est parce que c'est le même système pour les pellicules photos du grand public. On peut aussi le retrouver dans ce genre d'images, dans les films ou vidéos qui veulent se donner un côté cinéma. 1895. Ne vous en faites pas, on va conclure sur les Frères Lumière, mais tout d'abord, on va faire un tout petit crochet par New York et par Berlin. Mais si l'histoire retiendra principalement Auguste et surtout Louis Lumière, ils n'ont pas sorti le cinéma de leur petit chapeau melon. À chaque grande avancée technologique, c'est souvent l'œuvre conjointe, voire même parfois involontaire de plusieurs personnes qui mèneront à une avancée majeure. Car avant la soirée du 28 décembre à Paris, il y a eu celle du 20 mai à Broadway, où Woodville Latham et ses fils ont projeté un match de boxe. Et aussi cette soirée du 1er novembre à Berlin, où les frères Skladanowski ont projeté pour la première fois les images de leur bioscope. Mais celui-ci n'aura pas la qualité technique du cinématographe des Frères Lumière et ne connaîtra qu'un succès d'estime à Berlin. Et l'Edoloscope de Latham connaîtra le même sort, restant avant tout une activité foraine qui connaîtra un succès de New York à Chicago, surfant sur la hype du kinétoscope d'Edison. Et enfin, on en revient à nos deux frères qui sortent enfin de leur usine de Lyon. Car ce soir-là, les spectateurs parisiens pourront découvrir l'arrivée du train en gare de la Ciotat, mais aussi la sortie des usines Lumière. Ce sont les premières vues photographiques de Louis, et pourtant sans le savoir, lui et son frère viennent d'ouvrir la porte à un monde bien plus grand. Car c'est bien Louis qui, le premier, usant de tous ses talents de photographe, hérité de leur père, va définir les bases du cadrage. Il utilise les lignes de fuite et les diagonales du champ avec un naturel déconcertant. Et de cette manière, il offre de l'esthétisme aux premières images de cet art qu'on nommera bientôt le cinéma. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce tour d'horizon de la préhistoire du cinéma. Il nous reste encore beaucoup de chemin au travers des films et des avancées technologiques de cet art qu'on explorera bientôt. Pensez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. C'était Déclassé, l'émission qui parle de trucs du cinéma dont tout le monde se fout sauf moi. Et moi, et maintenant vous. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et surtout... Que la force soit avec vous.